Imaginez, vous ouvrez les yeux et vous êtes seul. Pas seul dans votre chambre, pas seul dans votre ville, seul au sens littéral. Des millions de kilomètres vous séparent de la moindre présence humaine. Pas de voix, pas de bruit, pas de vie. Juste du vide, du silence et un environnement qui attend une seule chose, que vous fassiez une erreur. Et là, vous comprenez un truc très simple, personne ne viendra vous sauver. Alors, il ne vous reste qu'une chose, réfléchir ou mourir. Bienvenue dans l'univers d'Andy Weir, parce que cette situation, il l'a écrite 2 fois. Une fois dans Seul sur Mars et une autre dans Projet Dernière Chance. 2 histoires, 2 personnages et un même point de départ, la solitude absolue. Sauf que la suite n'a rien à voir. Et c'est ça qui est fascinant. Aujourd'hui, on va donc parler de solitude, mais pas de n'importe quelle solitude. On va parler de la solitude version Andy Weir. Et si je peux en parler maintenant, c'est parce qu'on a enfin les 2 adaptations. Seul sur Mars en 2015 avec Matt Damon et Projet Dernière Chance qui vient de sortir avec Ryan Gosling. Et quand on met ces 2 œuvres côte à côte, on ne voit pas juste 2 récits de survie. On voit une évolution, une idée qui change et une question qui se transforme. Cette question, elle est toute simple. Et si la solitude n'était pas le vrai problème? C'est donc la question. Et on va essayer d'y répondre ensemble. Évidemment, avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous avez vu les 2 films, lu les 2 livres ou les 2, parce que franchement, ça m'intéresse, ainsi que le petit like si la vidéo vous plaît, ainsi que l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, pour donner de la force à cette toute nouvelle chaîne. Et sur ce, on est parti. Bon, commençons par le commencement. Seul sur Mars en 2015, Ridley Scott aux commandes, Matt Damon devant la caméra et Drew Goddard au scénario. Et retenez bien ce nom-là, on va y revenir. Et d'ailleurs, petite aparté sur Ridley Scott, ceux qui suivent la chaîne principale le savent, j'ai fait une vidéo entière sur son obsession cachée, la vie artificielle de Blade Runner à Alien, en passant par Prometheus et Raised by Wolf. Car Scott filme depuis plus de 40 ans la même chose, la création, le créateur et sa créature, ainsi que le désamour du dieu envers ce qu'il fabrique. Et c'est pour ça que Seul sur Mars est une œuvre presque à part dans sa filmographie. Parce que, pour une fois, Scott ne filme pas la création de la vie, il filme la préservation de cette vie. Pas de répliquants, pas de xénomorphes, pas d'androïdes philosophes. Juste un mec, seul, sur une planète morte, qui refuse de mourir, et ça, pour Scott, c'est presque une anomalie fascinante. Bref, le pitch de Seul sur Mars, vous le connaissez. Mark Watney, astronaute, se retrouve abandonné sur Mars après qu'une tempête force son équipage à évacuer en le croyant mort. Il est donc seul, complètement seul, sur une planète où il n'y a pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture, pas de vie. Rien, le néant absolu. Et il doit survivre assez longtemps pour qu'on vienne le chercher. Et là, normalement, dans n'importe quel film, dans n'importe quel autre livre, c'est le moment où le personnage sombre. Il déprime, il craque et il se met à parler au mur. Il se laisse mourir lentement dans un silence oppressant. Chose dont j'ai aussi déjà parlé dans ma vidéo sur 28 jours plus tard. Jim se réveille à l'hôpital, seul dans le Londres vide, et la première chose qui nous glace, c'est pas les infectés, c'est le silence. Le vide, le monde sans l'autre. Et je disais que c'était peut-être ce qu'il y a de plus flippant, un monde où il n'y a plus personne. Sauf que Watney, lui, sa première réaction face à la mort quasi certaine, c'est quoi? C'est de faire une blague. Comment rester sain d'esprit dans une telle situation? Qu'est-ce qui lui trotte dans la tête? Cette planète va réussir à avoir ma peau si je dois m'enfiler un titre de plus de discours. C'est de dire je suis dans la merde et de commencer à calculer comment il va s'en sortir. C'est l'exact opposé de Jim dans 28 jours. Jim est perdu, désorienté, il erre et Watney, lui, il pose des équations. Et ça, ce n'est que la surface du génie d'Andy Weir. Parce que chez Weir, la solitude de Watney, elle n'est jamais présentée comme un ennemi psychologique. Jamais. C'est un problème logistique, c'est un puzzle, c'est j'ai pas assez de bouffe, comment je vais faire pousser des patates sur une planète morte? C'est de la science, c'est du calcul, c'est de l'ingénierie. Et c'est presque contre-intuitif quand on y pense. Parce que normalement, un mec seul sur Mars, on s'attend à ce qu'il pète un plomb. Et Weir fait exactement le contraire. D'ailleurs, l'humour de Watney n'est pas juste un trait de caractère, c'est un mécanisme de défense. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve partout dans la fiction. J'en parlais notamment dans ma vidéo sur Butcher dans The Boys. Ce mec qui est grossier, cynique, impertinent, affreusement drôle. On rigole, mais pourtant, derrière la blague, il y a un mec complètement brisé. L'humour, c'est son armure. Watney, c'est un peu pareil. Sauf qu'au lieu de masquer de la rage, il masque de la terreur. Chaque blague sur le disco de Louis, chaque vanne face caméra, c'est une façon de dire je suis vivant, je suis encore là, je ne suis pas encore devenu fou. L'humour dans Seul sur Mars, c'est pas du divertissement, c'est de la survie psychologique. Et le film de Ridley Scott, il amplifie ça de manière assez brillante d'ailleurs. Visuellement, c'est fascinant, il y a ces plans larges sur Mars, ces panoramas immenses, écrasants, avec Watney qui a un petit point au milieu de rien. C'est la définition visuelle de la solitude. T'es tout petit, t'es perdu, t'es insignifiant face à l'immensité. Et en même temps, dès qu'on coupe vers l'intérieur du hub, son habitat, là, tout change.
C'est confiné, c'est bordélique, c'est vivant. Il met de la musique disco, la seule musique qu'il a et qu'il déteste en plus, et il parle face caméra dans ses journaux de bord. Il fait des blagues à personne et il commente sa propre situation comme s'il faisait une émission de télé-réalité. Et ça, les journaux de bord face caméra, c'est un truc de génie narratif, parce que concrètement, Watney est en train de recréer du lien social. Avec personne, certes, il parle à une caméra, et personne ne va voir ces images avant des mois, voire des années, voire jamais s'il meurt, mais il le fait quand même, parce que l'être humain, même le plus rationnel du monde, même le plus scientifique du monde, a besoin de parler à quelqu'un, même si ce quelqu'un c'est une lentille de caméra. C'est une espèce de parasocial inversé. Normalement, c'est nous qui créons un lien fictif avec quelqu'un à l'écran, et là, c'est lui qui crée un lien fictif avec un public qui n'existe pas encore. Et puis, il y a un truc visuel dans le film qui est super fort et dont on ne parle pas assez, c'est la couleur. Pendant quasiment tout le film, la palette c'est du rouge, de l'ocre, du gris et du marron. En gros, Mars, c'est hostile, c'est stérile, c'est mort. Et le moment où Watney réussit à faire pousser ses patates, c'est le moment où le vert apparaît à l'écran. C'est une libération, c'est presque physique. On a cette couleur qui n'existait pas et qui surgit d'un coup, et inconsciemment notre cerveau respire. Parce que le vert, c'est la vie, et la vie, sur Mars, c'est la victoire ultime contre la solitude. Parce que, même si c'est juste des plantes, c'est du vivant. C'est quelque chose d'autre que lui dans cet espace. Et quand il perd ses patates, quand le sas explose et que le froid de Mars détruit tout ce qu'il avait construit, c'est pas juste un revers logistique. C'est un deuil, il perd la seule forme de vie sur cette planète. Il se retrouve donc à nouveau complètement seul. Et c'est là pour la première et quasiment seule fois du film qu'on voit Watney craquer. Vraiment craquer. Et ça dure quelques secondes parce qu'après, il recalcule, il replanifie et il repart. Mais ces quelques secondes, elles nous disent tout. De plus, il y a aussi une opposition marquée de ces deux couleurs dans Projet Dernière Chance. Alors, référence volontaire du film ou non, j'en sais rien, mais il y a un moment, pendant ce qui est sûrement l'une des plus belles scènes du film, où la dominance du vert, ici allégorie de la mort et du désespoir, devient tout à coup saturée de rouge, dans une explosion de chaleur et d'émotion, symbole de l'espoir qui renaît. Et tant que j'y suis aussi, en parlant de Mars au cinéma, j'avais aussi fait une vidéo sur John Carter, le père oublié de la science-fiction. Et ce qui est fascinant, c'est que Mars a toujours été ce miroir de notre solitude dans la fiction. Chez Edgar Rice Burroughs, Mars c'était l'aventure, l'exotisme, un monde plein de vie, de princesses et de guerres épiques. John Carter y trouvait tout ce que la Terre ne lui donnait plus, mais le film a été tué par Disney, le plus gros flop du studio à l'époque. Et c'est presque poétique quand on y pense. Le Mars romanesque de Burroughs a été tué par le marketing, et Ridley Scott est arrivé 3 ans plus tard avec le Mars réel. Celui où il n'y a pas de princesse à sauver, pas de civilisation à secourir, juste du sable, du froid et le silence. Et c'est celui-là qui a cartonné. 630 millions au box-office, comme quoi parfois le vide est plus fascinant que le trop-plein. Et c'est aussi pour ça que Ridley Scott était le réalisateur parfait pour ce film. Scott, c'est un matérialiste, sauf bien sûr quand il part dans certains délires. Mais ici, il n'y a pas de mysticisme dans Seul sur Mars, pas de moment message de Dieu, pas de vision transcendante. C'est de la science pure, l'homme face à la nature. Et la nature, elle s'en fout de toi. Mais toi, t'as ton cerveau, et avec ton cerveau, tu peux te battre. J'avais notamment déjà parlé de comment Scott filme toujours des hommes face à des systèmes qui les dépassent. Maximus face à l'Empire, David face à ses créateurs dans Prometheus, et là, Watney face à une planète entière. Même combat, même réalisateur, mais jamais le même film. Et ce qui est beau, c'est que dans Gladiator, Maximus se bat pour retrouver sa famille, même dans la mort. Et Watney, lui, se bat pour retrouver la Terre, même dans l'impossible. Le moteur est le même, le retour, rentrer chez soi. Et ça, c'est un thème universel, presque homérique. L'Odyssée de l'espace, mais pour de vrai. Donc, pour résumer la vision de la solitude dans Seul sur Mars, c'est un obstacle technique, un problème à résoudre. L'humour est un bouclier, la science est une arme, et la solitude ne gagne que si tu arrêtes de réfléchir. C'est beau, c'est inspirant, c'est l'incarnation parfaite de ce qu'on pourrait appeler le fantasme de contrôle. L'idée que tant que tu comprends, tant que tu calcules, tant que tu maîtrises, tu peux survivre. Mais, et c'est un gros mais, est-ce que c'est suffisant ? Et c'est exactement la question qu'Andy Weir se pose dans Projet Dernière Chance, publié en 2021, adapté en 2026 par Phil Lord et Christopher Miller, avec Ryan Gosling quasiment seul devant l'écran, et dès les premières pages du livre, dès les premières minutes du film, on comprend qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Phil Lord et Christopher Miller, c'est un choix de réalisateur qui dit beaucoup. On les connaît pour Lego Movie, les Spider-Verse ou même 21 Jump Street. Des mecs qui prennent des concepts sur le papier un peu improbables et qui en font des trucs géniaux. Et Projet Dernière Chance, sur le papier, c'est quand même un film où un mec amnésique se lie d'amitié avec un alien en forme de pierre et qui communique en chantant. Fallait oser. Et eux, ils osent. Et surtout, ils comprennent un truc essentiel. Ce film ne doit pas être un film de science-fiction froid et technique. Ça doit être un film sur l'émotion, sur le lien. Et tout leur travail de réalisation est orienté vers ça.
Ryland Grace se réveille seul dans un vaisseau spatial. Jusque-là, ça pourrait ressembler à Watney. Sauf que Grace, lui, il a un problème que Whitney n'a jamais eu. Il ne sait plus qui il est. Amnésie totale. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas pourquoi il est là, et il ne sait pas non plus ce qu'il doit faire. Et surtout, il ne sait pas que les 2 autres membres de son équipage sont morts, à côté de lui, dans leur caisson de cryogénie. Et là, petite parenthèse, mais la découverte des corps dans le film, c'est un moment de narration assez dingue, parce que Grace ne comprend même pas ce qu'il regarde. Il est confus, il est faible, il tâtonne. Quand il réalise que ces formes dans les caissons c'était des êtres humains, c'était ses coéquipiers, c'est un choc, mais un choc un peu bizarre, parce qu'il ne les connaît pas, il n'a aucun souvenir d'eux. Il pleure des inconnus, et ça c'est presque plus dévastateur que de perdre quelqu'un qu'on aime, parce que tu sais quelque part dans ta tête que tu devrais ressentir quelque chose, que ces gens comptaient pour toi, mais tu ne ressens rien. Et l'absence de douleur c'est une forme de solitude à part entière. Et c'est là que la différence fondamentale se joue. Watney sait exactement qui il est botaniste, il est ingénieur, il est astronaute. Il sait ce qu'il doit faire, survivre et attendre les secours. Son identité n'est jamais remise en question. Sa solitude est physique, extérieure, géographique. Il est seul sur Mars. Point. Grace, lui, sa solitude, elle est intérieure. Il est seul dans sa propre tête. Il ne sait même pas à quoi ressemble sa vie. Puis, quand les souvenirs reviennent petit à petit, et c'est toute la structure narrative du film et du livre, ces flashbacks qui reconstituent le puzzle, il découvre des choses sur lui-même qui sont loin d'être glorieuses. Il découvre par exemple qu'il a été choisi pour une mission par Eva Stratt, non pas parce qu'il était le meilleur candidat, mais parce qu'il était le seul disponible, et un peu sacrifiable aussi. Un prof de sciences qui n'avait personne qui l'attendait sur Terre. Pas de famille, pas d'attache. La solitude de Grace, elle ne commence pas dans l'espace, elle était déjà là avant. Et Stratt, c'est un personnage fascinant elle aussi, parce qu'elle incarne ce truc qu'on voit souvent dans la fiction, mais rarement aussi bien exécuté. Le dilemme moral à l'échelle planétaire, elle doit sauver l'humanité, et pour ça, elle est prête à sacrifier un homme. Un seul, certes, Grace. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'elle a raison. Objectivement, mathématiquement, elle a raison. La survie de 8 milliards de personnes contre la vie d'un seul homme, le calcul est vite fait. Et ça me rappelle encore un truc, dans ma vidéo sur iRobot et Asimov, dont la Director's Cut arrivera bientôt elle aussi sur cette chaîne, je parlais de la loi 0, le dilemme moral ultime. Un robot ne peut pas nuire à l'humanité, même si ça implique de nuire à un individu. Stratt, c'est la loi 0, incarnée. Elle ne nuit pas à Grace par cruauté, elle le fait par logique, par nécessité. Et c'est justement pour ça que c'est aussi glaçant. Et ça, c'est un truc qu'Andy Weir fait de manière beaucoup plus subtile dans Projet Dernière Chance que dans Seul sur Mars. Il montre que la solitude, la vraie, c'est pas forcément d'être physiquement isolé, c'est aussi d'être dispensable. C'est quand personne ne remarque notre absence. Watney, lui, la Terre entière se mobilise pour le ramener. Le monde entier regarde, la NASA dépense des milliards et son équipage fait demi-tour et risque sa vie. Watney n'est donc jamais vraiment seul parce que le monde refuse de l'abandonner. Et Grace est seule parce que le monde l'a envoyé mourir. Consciemment, en sachant qu'il ne reviendrait pas. Et le pire, c'est que lui-même, dans ses souvenirs, il n'a pas voulu y aller. Stratt a dû le forcer. Il n'est pas un héros volontaire, comme Watney, c'est un héros malgré lui. Et ça change tout le rapport de la solitude. Et d'ailleurs, ça dit un truc assez beau sur la science, parce que à ce moment-là du récit, Grace ne le sait pas encore, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pas juste de survivre, c'est entrer en contact, utiliser ce qu'il comprend du monde, les maths, les sons, les lois de la physique, pour tendre quelque chose vers l'inconnu, comme une main dans le noir. Et c'est ça qui est beau. La science chez Andy Weir, ce n'est pas juste un outil pour rester en vie, c'est un pont entre 2 univers, 2 consciences, 2 solitudes. Sauf que là où certains cherchaient ce lien par besoin, par manque, Grace, lui, il va le créer presque sans s'en rendre compte, par instinct, par curiosité, et ça va tout changer. Le film de Lord et Miller capte ça avec une intelligence assez remarquable. Gosling, et c'est clairement un des meilleurs rôles de sa vie, franchement, il joue Grace avec cette vulnérabilité qu'il fait si bien. On a ce mec qui se réveille et qui est perdu, qui tâtonne, qui a peur, qui ne comprend rien, et contrairement à Watney qui a attaqué le problème bille en tête avec des vannes et des équations, Grace commence par paniquer, par être humain, tout simplement. Et c'est presque plus touchant, parce que c'est plus vrai. D'ailleurs, le film montre quelque chose que le livre ne faisait pas. À la fin, on voit brièvement la Terre. Stratt sur un bateau, le monde qui gèle à cause de l'astrophage, cette espèce de micro-organisme qui bouffe l'énergie du soleil, et là, le film prend le temps de montrer les conséquences. Des récoltes qui meurent, des villes qui s'enfoncent dans un hiver permanent, une humanité qui comprend lentement qu'elle est en train de mourir. Dans le livre, on ne quitte quasiment jamais la perspective de Grace. Le film, lui, donne un aperçu de ce que Grace a laissé derrière lui. Et paradoxalement, ça rend sa solitude encore plus grande. Parce qu'on voit que le monde continue sans lui, que la Terre a ses propres problèmes, et que Grace, là-haut, dans son vaisseau, n'est pas juste seul, il est carrément oublié. Mais alors, si Watney prouve qu'on peut survivre seul, et si Grace montre que la solitude est plus profonde qu'une question de distance, qu'est-ce qui change tout ? Rocky, voilà ce qui change tout. Et là, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre ou vu le film, attention spoiler, évidemment.
Mais franchement, si vous ne connaissez pas encore Rocky, vous ratez un des personnages les plus attachants de toute la science-fiction récente. Et je pèse mes mots. Rocky, c'est un Éridien, un extraterrestre, une espèce qui vient du système Toseti, qui ne voit pas, qui ne respire pas le même air et qui communique par des notes musicales, qui a une carapace rocheuse et 5 bras. Bref, sur le papier, c'est l'altérité absolue. C'est le truc le plus éloigné possible d'un être humain. Pourtant, c'est le personnage le plus humain de tout le film, et c'est exactement là que le génie d'Andy Weir explose. Parce que quand Grace découvre le vaisseau de Rocky, quand il comprend qu'il n'est plus seul, quand il entend ses notes musicales pour la première fois, tout change, et pas juste dans l'intrigue, mais dans la philosophie même du récit. Et donc, il faut qu'on s'arrête un instant sur cette scène de première rencontre, parce que dans la science-fiction, le premier contact, c'est presque toujours un moment de terreur. Pensez à Alien, pensez à Predator, à Premier Contact, ou même à Independence Day, pensez à n'importe quel film où les extraterrestres débarquent, c'est la guerre, c'est la peur et c'est la destruction. Et ce, même quand c'est pas directement violent, il y a quand même cette tension, cette méfiance. L'autre est un danger par défaut, et ça, c'est profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Autant que dans notre anthropologie, l'étranger fait peur, l'inconnu est une menace. Mais Andy Weir fait le choix inverse. Quand Grace et Rocky se rencontrent, la première émotion ce n'est pas la peur, c'est la curiosité. Puis très vite c'est l'émerveillement, et même un petit peu l'humour aussi. Moi je m'appelle Grace, ça te va si je t'appelle Rocky? Hein? Pouce en l'air. Non, ça c'est pouce renversé. Il faut le lever, ça comme... On dira que ça le fait. Grace voit ce truc bizarre, cette créature qui ne ressemble à rien de connu, et sa première réaction c'est waouh. Et ça nous dit tout sur le personnage, ça dit tout sur ce que Weir veut raconter. Dans Seul sur Mars, la science sert à survivre. Point. Tu calcules tes calories, tu fais pousser tes patates, tu rafistoles ton habitat, et donc tu survis. La science est un outil de survie individuel, mais dans Projet Dernière Chance, la science change de fonction, elle devient un langage. Le premier truc que Grace fait avec Rocky, c'est essayer de communiquer. Et comment il fait? Avec le temps, avec des chiffres, avec des sons, avec de la physique. La science n'est plus ce qui te permet de rester en vie, c'est ce qui te permet de créer du lien. C'est là la différence fondamentale entre les deux œuvres. Et la construction de leur langage commun, c'est un des trucs les plus jouissifs du livre et du film, parce que ça commence par des trucs ultra basiques. 1, 2, 3, les chiffres, puis les éléments chimiques, puis les concepts, et petit à petit, mot par mot, note par note, ils construisent un vocabulaire. Et ce processus, il est beau parce qu'il est lent, même s'il est vraiment raccourci dans le film, pour des questions de rythme, évidemment. Il demande de la patience, de l'écoute et de l'humilité. Grace doit accepter qu'il ne comprend pas tout, et Rocky aussi. Et c'est dans cet effort mutuel, dans cette patience partagée que naît l'amitié, pas dans un grand moment spectaculaire, dans les petits moments, les erreurs de traduction, les malentendus, et les fous rires quand un mot veut dire autre chose que ce qu'on pensait. C'est ça le vrai premier contact, c'est pas une explosion, c'est une conversation. Et quelle conversation! Et au fond, ça raconte quelque chose qu'on voit rarement en science-fiction. Cette idée que l'inconnu n'est pas forcément une menace, que l'autre, même totalement différent, peut devenir autre chose qu'un ennemi. Et Rocky, d'une certaine manière, c'est l'aboutissement de cette idée, sauf qu'on va encore plus loin. C'est deux espèces complètement différentes qui se trouvent, qui se comprennent, qui collaborent et qui deviennent amis. Alors que trop souvent dans la fiction, quand deux espèces intelligentes doivent cohabiter ou même collaborer, ça finit en guerre, parce que la peur et l'orgueil prennent le dessus. Grace et Rocky, eux, ont fait le choix inverse, ils choisissent la confiance. Et c'est pour ça que Projet Dernière Chance est peut-être la vision la plus optimiste du premier contact qu'on ait jamais eu en science-fiction. Et Gosling a dit un truc magnifique à ce sujet en interview. Il a dit que pour tourner avec James Ortiz, l'acteur qui fait la voix et la marionnette de Rocky, ça reproduisait littéralement l'expérience des personnages. Tenter de trouver un moyen de se connecter, parce que Gosling jouait face à une marionnette animatronique. Et le résultat à l'écran, avec ce mélange de marionnette et de CGI, qui est absolument bluffant, on oublie que Rocky n'est pas réel, on s'attache. On s'inquiète pour lui. Et même quand Rocky dit « je suis ton ami », putain la gorge se serre. De même que quand il essaie l'humour. Un grand moment de narration. Et là, il faut qu'on parle un petit peu de Drew Goddard, comme promis. Parce que ça, c'est le truc que personne ne mentionne et qui pourtant est fascinant. Drew Goddard a écrit le scénario de Seul sur Mars en 2015 et Drew Goddard a aussi écrit le scénario de Projet Dernière Chance pour 2026. Le même scénariste pour les deux adaptations d'Andy Weir. Et Goddard a dit lui-même qu'il avait attendu d'être disponible pour écrire Projet Dernière Chance parce qu'il considérait que c'était la suite logique de son travail sur Seul sur Mars. Pas une suite narrative, évidemment, mais une suite thématique. Et quand on sait ça, on regarde les deux films différemment. On voit la continuité, on voit l'évolution. D'un film sur la survie solitaire à un film sur la connexion. Et c'est d'autant plus beau que Goddard avait déjà mis les graines dans Seul sur Mars. Parce que, même si Watney est seul, le film montre aussi l'effort collectif de la Terre pour le sauver. Les scientifiques de la NASA, l'agence spatiale chinoise qui offre son lanceur, l'équipage qui vote à l'unanimité pour faire demi-tour. Bref, la solidarité est déjà là dans Seul sur Mars, mais elle est à distance, elle est indirecte, alors que dans Projet Dernière Chance, Goddard la met au premier plan, direct, intime, en face à face.
Et la fin, il faut quand même qu'on en parle, parce que la fin de Projet Dernière Chance, c'est le moment où tout ce que je viens de dire prend son sens. Grace a le choix, il peut rentrer sur Terre, il a trouvé la solution pour sauver l'humanité, il peut envoyer les données et rentrer chez lui en héros, sauf que Rocky est en danger. Rocky va mourir si Grace ne l'aide pas. Et aider Rocky, ça veut aussi dire renoncer à son retour, ça veut dire ne jamais revoir la Terre. Ça veut donc dire qu'il choisit l'autre, plutôt que soi-même. Et il le fait même sans hésiter. C'est là qu'on comprend ce qu'Andy Weir raconte depuis le début. Watney se bat pour survivre, pour lui, pour rentrer, et c'est légitime, c'est humain, c'est beau, mais Grace, lui, choisit de ne pas rentrer. Il choisit l'amitié, il choisit Rocky. Il choisit de vivre sur Erid, la planète de Rocky, entouré d'êtres qui ne lui ressemblent en rien, mais qui sont là, qui sont présents, qui deviendront ses amis, et même ses futurs élèves. Car oui, certes, la transmission du savoir n'est pas vraiment mon sujet ici, mais c'en est bel et bien un dans le film. Et ça, si on y réfléchit 2 secondes, c'est l'exact inverse de Watney. Watney fait tout pour rentrer chez lui. Grace fait tout pour ne pas rentrer chez lui. Parce que chez lui, au fond, c'est où? C'est la Terre, où personne ne l'attend, ou c'est Erid, où Rocky et ses élèves, eux, l'attendent? La réponse, elle est dans la question, et c'est pour ça que la dernière scène du film, où Grace fait la classe à ses petits Éridiens, c'est peut-être la scène la plus belle de 2026, parce que Grace a enfin trouvé ce qu'il n'avait jamais eu sur Terre, une véritable communauté. Un but, une famille, même si elle a 5 bras et une carapace de pierre. Et c'est la réponse à la question de départ. La solitude, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir de raison de ne plus être seul. Ainsi, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'œuvre d'Andy Weir dans son ensemble, on voit un truc assez limpide se dessiner. Le mec est obsédé par ce concept qu'on appelle le compétence porn. Des personnages ultra compétents, ultra intelligents qui résolvent des problèmes impossibles avec leur cerveau. Et c'est jouissif à lire, autant qu'à regarder. Vraiment. Mais ce qui est beau, c'est que Weir évolue. Dans Seul sur Mars, la compétence suffit. Tu es intelligent, tu survis. Dans Projet Dernière Chance, la compétence ne suffit plus. Tu es intelligent, mais si tu es seul, tu meurs quand même. Il te faut l'autre, même si l'autre est un alien en forme de pierre avec 5 bras et qui communique en chantant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Andy Weir sort Artemis entre ces 2 livres. Et il y fait presque l'inverse de ce qu'on vient de dire, parce que pour une fois, il ne raconte pas l'histoire d'un personnage seul dans l'espace. Il raconte l'histoire d'une ville, d'une société, d'un système. Sur la Lune, oui, mais rempli de gens, de bruit, d'échanges et de conflits. Mais pourtant, la solitude ne disparaît pas vraiment, elle change de forme. Jazz est entourée de monde, elle parle, elle négocie, elle trafique, elle vit au milieu des autres. Mais elle reste seule autrement, seule socialement, seule émotionnellement, en décalage, en marge. Et c'est là qu'on comprend que chez Andy Weir, la solitude n'est jamais juste une question de distance. Tu peux être à des millions de kilomètres de la Terre et t'en sortir, ou être entouré de gens et ne jamais vraiment appartenir à rien. Et ça fait écho à un truc que je répète souvent sur ma chaîne. Dans ma vidéo sur 28 jours plus tard, par exemple, je concluais que l'idée de la survie de l'espèce ne dépend pas des armes, ni même des barricades, mais d'un peu d'amour et d'un simple drap blanc tendu dans un champ. Et de 28 jours plus tard, à Seul sur Mars, en passant par Projet Dernière Chance, la question est toujours la même. Qu'est-ce qui nous sauve vraiment? Et la réponse n'est jamais la technologie, n'est jamais la force, c'est toujours le lien à l'autre. Watney ne survit pas grâce à ses patates, il survit parce que la Terre se mobilise, parce que son équipage fait demi-tour et parce que des gens qu'il ne connaît pas refusent de le laisser mourir. Et Grace ne sauve pas l'humanité que grâce à son cerveau, il la sauve parce que Rocky l'a aidé, parce qu'à 2, ils ont réussi ce que ni l'un ni l'autre n'auraient pu faire seuls. Et franchement, dans un monde où on glorifie l'individualisme, le self-made man et le « je n'ai besoin de personne », c'est un message qui fait du bien. Weir ne dit pas que l'intelligence est inutile, il dit que l'intelligence seule, c'est incomplet, que le cerveau te garde en vie, mais que c'est le lien qui te donne une raison de vivre. Et le film l'a très bien compris, il a été qualifié de remède cinématographique, avec 95% sur Rotten Tomatoes, le plus gros démarrage d'Amazon MGM et presque l'unanimité sur les réseaux sociaux, ce qui est assez exceptionnel pour le noter. Les gens y sont allés, les gens ont été émus, les gens en sont ressortis en ayant envie d'appeler quelqu'un. Et ça, pour un film de science-fiction avec un alien marionnette qui dit « fist me » au lieu de « fist bump », Non, c'est pas la même chose. c'est quand même assez extraordinaire. Et ça prouve un truc, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin d'histoires qui leur rappellent que le lien humain, ou alien d'ailleurs, c'est ce qui compte dans un monde où tout nous pousse à l'isolement. Les écrans, les algorithmes, la productivité individuelle, un film qui te dit va appeler quelqu'un et qui te fait pleurer en le disant, c'est presque un acte de résistance dans ce monde d'algorithmes. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça que Weir essaie de nous dire depuis le début, que la vraie question ce n'est pas est-ce qu'on peut survivre seul. La réponse, on la connaît, oui. Parfois. La vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on le ferait? Il y a la différence entre vivre et avoir une raison de vivre.
En conclusion, Andy Weir ne parle pas d'espace, il n'a jamais parlé d'espace, il parle de nous, de ce qui nous isole et de ce qui nous relie. L'espace, c'est juste le décor le plus efficace pour poser la question. Dans Seul sur Mars, l'homme prouve qu'il peut survivre seul. Dans Projet Dernière Chance, il comprend simplement pourquoi il ne devrait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis un moment, et ces films étaient le parfait prétexte pour en parler. Donc dites-moi tout dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt Team Watney ou Team Grace? Est-ce que Rocky est le meilleur personnage de science-fiction des 10 dernières années? Parce que moi j'ai envie de dire oui. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le petit like évidemment si la vidéo vous a plu pour lui donner de la force, et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, puisque évidemment sur cette nouvelle chaîne on va continuer à analyser le cinéma, les séries et tous ces mondes fictionnels qui nous passionnent.